Bonjour, pour notre dernier itinéraire sur les révoltes bretonnes, il nous fallait évidemment passer par Plogoff. Dans le Petit Robert, en 1980, on lit Plogoff, commune de 2359 habitants, projet d'une centrale nucléaire imposée malgré la résistance des habitants. En quelques mots, le dictionnaire a tout résumé, car pour résister, les habitants ont résisté. En 1974, quand EDF parle de site idéal, cela ne ressemble pas forcément à une bonne nouvelle. À l'époque, la France peine à se remettre du choc pétrolier. Un matin, dans le journal, Jean Moilic découvre le projet du gouvernement, la construction de 200 centrales nucléaires en France d'ici l'an 2000, dont une en Bretagne. On l'a appris par la presse, il y avait plusieurs sites qui étaient proposés pour construire une centrale nucléaire en Bretagne. Erdeven, Plogoff, Guimaec et puis Tréguenec. Donc c'était une annonce. Le maire de Plogoff lui-même l'a appris par la presse. Très vite, Plogoff est choisi. Un massif granitique solide, des terres incultes et une masse d'eau perpétuellement renouvelée par les courants, un site idéal. La plupart des personnes de Plogoff se sont senties trahies. Il y avait une phrase de Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République, qui disait « Si les populations ne veulent pas d'une centrale, on ne leur imposera pas ». Face à l'énergie de l'atome, les habitants ont l'énergie du désespoir. Des comités de défense se créent. Et quand en 1980, les documents arrivent pour l'enquête d'utilité publique, ils n'ont plus confiance en l'État. Ils ne veulent pas plus de l'enquête que de la centrale. Le dossier est aussitôt brûlé. L'enquête débute quand même. Des camionnettes, gardées par les forces de l'ordre, font office de mairie annexe. Nicole et Félix Le Garec arrivent ce soir-là. Ils vont rester 6 semaines. Il y avait quelque chose qui se passait. Tout le village était là, vraiment au grand complet. On sentait une détermination. C'était des personnes âgées. Il y avait des enfants aussi. Il y avait des femmes, voilà, toute la population. Et ça, et en face, alors, il y avait un déploiement disproportionné de forces de l'ordre, quoi. Et là, on se dit, non, il se passe quelque chose, c'est pas possible. Tous les soirs, pendant les 6 semaines de l'enquête publique, au moment du départ des gardes mobiles, le scénario se répète. On se jette d'abord des noms d'oiseaux, puis toutes sortes de projectiles. À Plogoff, on appelle ça la messe, et cet office-là attire sans cesse de nouveaux fidèles. Lors du départ du garde mobile, il y avait des échauffourées. Et le matin, quand ils arrivaient, eh bien, ils étaient accueillis très souvent. Soit il y avait des barrages, soit des dépôts d'ordures pour que l'installation des mairies annexes ne se fasse pas dans les meilleures conditions. Nicole et Félix Le Garec filment chaque instant de cette lutte, celle des pierres contre des fusils. Pour être plus protégés, on disait que c'était les Japonais, même tu avais dit, dans tout ça, qui nous demandaient de filmer pour eux. On mentait effrontément. Si l'image est destinée comme ça aussi aux pays étrangers, c'est un peu gênant quand même de les empêcher de... Mais on avait quand même... La caméra avait droit à une grenade quand même en partant. C'était gênant l'image. Je sais que les grenades, à un moment donné, je me suis mis par terre parce que les grenades projetaient de la terre. Donc pour se protéger, je me faisais ça, quoi, la tête contre le sol. Oui, quand on est comme ça, à chaud, on est très déterminé. Puis l'ambiance. Et l'ambiance, comme le film comptait beaucoup pour eux, on ne pouvait pas avoir peur. C'était un luxe qu'on ne pouvait pas avoir. Le 16 mars 1980, 50 000 personnes fêtent la fin de l'enquête. En mai, 100 000 défilent sur le Cap. Contre la force, les habitants de Plogoff ont la fantaisie, l'humour, l'amitié. Officiel de l'enquête d'hostilité publique, nous allons entendre une déclaration du préfet de Quimper, qui est venu spécialement parmi nous. Il y avait aussi des arrestations de nuit. Et le matin, il y avait les copains d'un de ces jeunes qui se lamentaient en disant « il a été arrêté, quoi ». Et puis on le voit arriver vers 10h, frais et rose. En fait, il y avait une vieille dame qui avait ouvert sa porte et qui lui avait dit « voilà, viens vite ici ». C'était ça, Plogoff aussi, quoi. C'est plein d'espoir.
Un an plus tard, François Mitterrand est élu président de la République et conformément à ses promesses, il annonce l'abandon du projet. Plogoff n'aura pas de centrale nucléaire. Très vite, Plogoff est devenu un mythe, un modèle pour les autres luttes. Gilles Simon a consacré sa thèse à ce combat. C'est un mythe en fait d'entrée, puisque c'est l'endroit où se sont concentrées toutes les luttes antinucléaires en Bretagne, après celle d'Ardévenne, de Guimec, de Ploumoguer. Donc il y a eu une concentration des moyens ou des forces opposantes à Plogoff. Donc il y a un côté générationnel aussi, tous les jeunes entre 20 et 30 ans se sont retrouvés là, avec aussi les anciennes générations. Et donc ça ça reste un moment inoubliable pour ces personnes-là. Et c'est devenu encore plus mythique avec la victoire, entre guillemets. On aurait peut-être plus oublié ou plus rapidement oublié si la lutte avait échoué, par exemple. Pour tous ceux qui se sont battus contre cette centrale, il a fallu aussi se former. L'énergie nucléaire n'était pas un thème de prédilection des capistes en 1974. Et donc des personnes ont commandé des livres, par exemple. Il y a eu des commandes de paquets de livres qui ont été diffusés ensuite dans le Cap 6-1. Les gens se sont formés sur les questions de l'atome civil. Et donc il a fallu pour ces personnes apprendre aussi au fur et à mesure comment manifester, notamment à la campagne, comment faire des banderoles, quel discours tenir. Mais à Plogoff, ça n'a pas été toujours facile parce qu'il y avait les contre la centrale, mais il y avait aussi des pour. Alors j'ai estimé environ 2 tiers de la population qui était contre et 1 tiers qui était pour la centrale. Ça a créé des tensions sur la commune forcément. Et les personnes qui étaient pro-centrale le sont restées ensuite, en regrettant que le projet ne soit pas fait. Bon, en tout cas, après Fukushima, après 2011, ça a été clair, ça a été un soulagement. Jean Monnet raconte souvent qu'en 1986, lors de Tchernobyl, se promenant à Proncroix un samedi matin, il a vu les gens traverser la rue pour venir le remercier. Notre itinéraire sur les révoltes se termine. Vous savez maintenant que si l'on dit qu'il est plus facile de faire plier un menhir qu'un breton, c'est que des hommes et des femmes se sont battus pour faire de la région ce qu'elle est aujourd'hui.